transport voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du soir. Cela dit, femmes dans le processus politique, c'est le thème d'une conférence organisée par le programme de l'implication des femmes dans le processus politique. On fait le point avec Ahmed Horna. Le thème vient à point nommé pour ces jeunes dames, comment participer à la vie politique de son pays. Nous avons suivi ensemble la conférencière qui a relevé un certain nombre de constats par rapport au blocage des femmes dans la vie politique de notre pays. Entre autres, elle a relevé l'esprit de supériorité de l'homme et au niveau de la femme, c'est l'esprit d'infériorité. Elle a aussi relevé d'autres blocages qui en tout cas, est à l'endroit de la femme. Et la solution, elle a donné, c'est surtout comment c'est la scolarisation de la femme et l'alphabétisation des femmes. Et elle disait dans son conférence que sur le nombre élevé ou sur le pourcentage élevé d'analphabétisme au Niger, 80% ce sont des femmes. Vous avez vu donc, les femmes sont 80% analphabètes et c'est pas bien pour un pays. Comment alphabétiser les femmes? On ne peut pas autonomiser une femme si elle est analphabète. On ne peut pas conscientiser une femme sur la santé de la reproduction si elle est analphabète. Donc il faut passer par la sensibilisation, l'alphabétisation et surtout la scolarisation de la jeune fille. Au Niger, nous avons un décret qui protège la jeune fille à l'école jusqu'à 16 ans. C'est très important. Donc c'est juste une piste de solution à notre problème ou au frein pour la femme ou contre la femme, je peux le dire aussi. La faute ne provient pas de la femme. La faute ou le problème provient de l'homme nigérien surtout, qui n'est pas prêt à accepter la femme d'égal à égal. Et nous, quand on dit l'égalité entre l'homme et la femme, ce n'est pas une égalité absolue que nous cherchons, nous. L'égalité de chance et de traitement. Nous avons été à l'école, nous avons fait le même banc, peut-être j'étais même la meilleure en classe, et parce que vous êtes homme, vous avez vraiment la meilleure place. Moi je suis femme, je suis reléguée au second rang. C'est tout ce qu'on cherche, l'égalité de sexe. Pas une égalité absolue. Jusqu'à l'éternité, la femme ne sera jamais égale à l'homme. Et d'ailleurs, nous sommes fiers d'être femmes. Une femme a un privilège que l'homme n'en a pas. Une femme peut porter des grossesses, elle peut donner des naissances aux enfants. Une femme peut avoir tout que l'homme n'en a pas. Donc ce n'est pas une égalité absolue, c'est juste une égalité de traitement et de chance dans la vie quotidienne. Vous venez de suivre l'intervention d'une participante, notamment Amine Tchamogo, à l'occasion de cette grande rencontre avec pour thème femmes dans le processus politique, n'est-ce pas, à l'occasion d'une conférence organisée par le programme de l'implication des femmes dans le processus politique. Nous reviendrons largement en détail lundi. Cela dit, le réseau Paix et Sécurité dans l'espace CEDEAO, autant pour moi, a procédé à la formation des femmes relais de la région de Tillabéri et s'est placé sous le thème JAR, Paix et Sécurité et Migration. Amadou Harouna et Kantama pour d'autres détails. Atelier sur les femmes relais communautaires de la région de Tillabéri, initié par le réseau Femmes de l'espace CEDEAO. La présidente a décliné l'objectif de cette rencontre. Cette rencontre s'inscrit dans la droite ligne de mise en œuvre de notre plan de travail 2020. Elle a pour objectif de renforcer les capacités des femmes relais communautaires sur les thématiques suivantes: terroristes et extrémistes violents, autonomisation des femmes et des jeunes, genre, paix et sécurité, migration.
Vous vous conviendrez avec moi que le choix de ces thèmes n'est pas fortuit puisqu'il vient à un moment où la zone sahélo-saharienne, de manière générale, et notre pays en particulier sont confrontés à d'innombrables défis sécuritaires. Sans paix, il n'y aura pas de sécurité. C'est l'importance de cet atelier. Ce plan d'action triennal vise à contribuer à la réduction des conséquences des conflits sur les femmes, tout en reconnaissant la nécessaire prise en compte de leur rôle dans la prévention, le règlement des conflits et la consolidation de la paix. L'événement qui nous réunit aujourd'hui est capital car il s'agit de renforcer vos capacités en tant que relais communautaire sur les thèmes centraux suivants: genre, paix et sécurité, migration, terrorisme, extrémisme violent et autonomisation des femmes et des jeunes. Cette session de formation intervient dans un contexte particulier où des groupes terroristes mènent des attaques contre nos forces de défense et de sécurité et lancent des actions de représailles contre les populations civiles dans les zones frontalières. Ils exercent une influence certaine dans ces zones, que ce soit sur les campements et villages du Niger ou sur les camps de réfugiés. Vous conviendrez avec moi que beaucoup d'efforts sont en train d'être faits par le gouvernement pour maintenir la paix et la sécurité dans notre pays. Ces efforts doivent être soutenus et relayés par l'ensemble des Nigériens, chacun dans sa sphère de responsabilité. C'est pourquoi une mobilisation permanente et une conjugaison d'énergie s'imposent à nous. Nous poursuivons ce journal avec l'ouverture de la 12e session de la journée annuelle des femmes et des enfants organisée par le groupe des sœurs Ibadur Rahman. On fait le point toujours avec Amadou Harouna et Kantama Ibrahim. Journée créative des femmes et des enfants initiée par le commandant de sœurs Ibrahim Rahman. C'était la 12e édition. Notre groupement est créé en février 2009 et poursuit les objectifs suivants: l'appui à la formation et à l'éducation, le développement de liens de solidarité et de fraternité entre les femmes, l'appui et le soutien aux enfants démunis, le fonçage des puits dans les zones en difficulté d'approvisionnement en eau potable. Avec nos moyens constitués de droits d'adhésion, de cotisation des membres, des dons et des contributions de bonne volonté, des recettes de nos séminaires bimensuels et de la grande journée récréative annuelle, nous menons beaucoup d'activités. La réhabilitation des puits, les rencontres hebdomadaires, les séminaires bimensuels, la distribution des vivres dans les villages chaque année à travers notre opération dénommée Ramadan 1 million. Ce sont là des activités, comme vous le constatez, qui nécessitent des importants moyens. Mais au niveau de notre groupement, nous avons pris l'engagement, conformément à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala, de dépenser dans son sentier une partie de nos moyens dont il nous a confié la garde. La représentante du ministère de la Population s'est exprimée en ces termes. Votre initiative est plus que salutaire. Au-delà des activités récréatives en faveur des femmes et des enfants de la ville de Niamey et environnants, vous contribuez par les fonds collectés au fonçage des puits, à d'autres activités humanitaires en faveur des femmes et des enfants des zones rurales notamment. Vous êtes en cela le modèle type du nouveau citoyen débarrassé d'oisiveté, de la mendicité et de l'éternel l'esprit assisté que la renaissance culturelle veut construire. Nous savons qu'en cela, l'islam constitue un puissant vecteur qui fait de l'homme le principal acteur de changement et de réforme de la société. Il porte de nobles valeurs humaines de paix, de tolérance et de construction sociale que nous voulons. Sur la base des fonds collectés lors des éditions précédentes, vous avez foncé un puits dans la région de Difa, 6 puits dans la région de Dosso, 2 forages et 17 puits dans la région de Tilaberi, 2 fonçages dans la région de Zender et un centre de formation professionnelle opérationnel à Niamey.
Vous avez en outre édité 11 ouvrages et plusieurs publications relatives au mois béni de Ramadan. C'est pourquoi nous vous encourageons vivement car vous contribuez concrètement à faciliter l'accès de nos populations rurales à l'eau potable et au savoir. Les femmes et les enfants doivent être au centre des préoccupations de la population. Nous poursuivons ce journal avec la célébration ce jour au siège de Rimbo Transport Voyageurs des 10 ans de partenariat entre la dite agence de transport et la jeune chambre internationale JCU. Le thème retenu est plus d'action pour plus de partenariat. Ralia Sabi. 2010-2020, cela fait exactement 10 ans que la jeune chambre internationale section du Niger a scellé un partenariat gagnant-gagnant avec le leader du transport interurbain du Niger, Rimbo Transport Voyageurs. 10 années de partenariat que la JCI et la compagnie Rimbo Transport Voyageurs célèbrent cerise sur gâteau et sourire aux lèvres au vu de la parfaite collaboration qui existe entre les deux. La JCI a ainsi saisi l'occasion pour vivement remercier son partenaire. 10 ans de partenariat, 10 ans de partage d'expérience, 10 ans d'impact, 10 ans pendant lesquels la compagnie Rimbo Transport Voyageurs accompagne, assiste et facilite les déplacements de nos membres pour toutes les activités nationales et internationales de la JCI. Nous avons donc de réels motifs pour manifester aujourd'hui toute notre gratitude et notre reconnaissance vers Rimbo Transport Voyageurs et ses personnels. Cependant, notre engagement ne doit pas faiblir cette année aussi pour consolider tous ces réels acquis. Comme le disait Harry Ford, je cite, « Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. » Monsieur le directeur général de Rimbo Transport Voyageurs, nous avons travaillé ensemble et nous avons réussi. Nous continuerons de travailler ensemble pour réussir davantage. Je tiens pour finir à adresser mes vifs remerciements à l'endroit du DG de Rimbo Transport Voyageurs pour avoir accepté les parrainages de cette activité. Le moment était solennel pour le directeur général de Rimbo Transport Voyageurs, parrain de la cérémonie, de réaffirmer son engagement à renforcer davantage ses liens de coopération avec la JCI. Cela fait jour pour jour, disons que nous soutenons cette magnifique organisation de jeunes citoyens actifs qui, à travers ses multiples activités de bénévolat, contribuent significativement à l'épanouissement de la communauté. Toute chose que nous apprécions fortement, raison pour laquelle nous avons été pendant 10 ans à vos côtés et nous y demeurons. Rimbo Transport Voyageurs est une compagnie de transport qui couvre l'ensemble du territoire national avec une desserte étendue au Niger et dans la sous-région en aller-retour tous les jours. En 16 ans d'existence, la satisfaction des clients a toujours été au cœur des actions de cette compagnie leader dans le transport interurbain de voyageurs. Quant au président de la cérémonie, il a, au nom du ministre des Transports, réaffirmé la détermination du gouvernement à soutenir les deux partenaires dans leurs différentes actions. 10 ans, monsieur le directeur général, c'est beaucoup dans la vie d'une organisation. Le chemin parcouru et l'impact suscité par ce partenariat gagnant-gagnant sont en effet un motif de satisfaction, de fierté pour vos deux organisations. C'est dire que cette collaboration exemplaire doit non seulement être pérennisée, mais aussi servir d'exemple dans le microscope des transports interurbains de notre pays. Je saisis donc cette opportunité pour réaffirmer la disponibilité du ministère des Transports à accompagner toute action visant à susciter et développer l'esprit d'une bonne collaboration ou d'un partenariat à l'image de vos deux organisations. Il faudrait aussi souligner que la particularité de ce 10e anniversaire réside dans l'innovation à travers plusieurs activités, dont la formation au profit des agents de Rimbo Transport Voyageurs et dont des attestations de formation ont été décernées aux récipiendaires. Notons également que des témoignages de satisfaction ont été décernés à tous ceux qui se sont fait distinguer. Joyeux anniversaire et bon vent donc pour la suite.
Bon vent bien sûr à notre partenaire Rambo Transport Voyageurs et aussi à l'autre partenaire, la Jeune Chambre Internationale JCI pour leur partenariat. Place à présent la partie magazine, la revue de presse hebdomadaire comme chaque semaine. Ralia Sami a parcouru pour vous, pour nous, les titres des journaux. Très bonne réception et bon week-end à tous. L'actualité politique à travers les journaux cette semaine reste marquée par la crise au sein du Modenfa Lumana. Le journal L'Étincelle rapporte à ce sujet que les sirènes de la division, nées essentiellement de la stratégie de concassage des partis politiques du principal parti au pouvoir, le PNDS Tareya, écrit le journal, continuent de secouer le Lumana alors même que le retour d'exil de son leader charismatique a un temps soit peu redonné espoir aux militants pour ressouder les liens en train d'être brisés. Lumana, c'est un secret de Polichinelle dispose depuis quelque temps de deux ailes antagoniques, mais curieusement qui disent n'avoir que comme seule et unique figure emblématique à Mamadou. Ces derniers a claironné à qui veut l'entendre que contre vents et marées, il sera le candidat de Lumana de la course au fauteuil présidentiel de 2021. En dépit pour l'heure des dispositions de l'article 8 du Code électoral, principal point de discorde entre la majorité au pouvoir et l'opposition, en dépit aussi de la résolution de son équation de son ordre d'évacuation sanitaire en date du 13 février 2020, signé du président du tribunal d'instance de Filingué. L'équation donne l'inconnu est de savoir en effet, selon le journal, si l'homme aura le courage de revenir au Belcaï pour purger le restant de sa peine consécutive au rocambolesque feuilleton de supposition de bébés importés. Le journal note ainsi que beaucoup de formations politiques laisseront déplumer le Lumana de Hamamadou ne fera nullement pas exception car il vit déjà une situation difficile qui ira au crescendo avec la persistance de son feuilleton judiciaire. Son leader, lui, optera sûrement, selon le journal, pour un autre exil. Les querelles intestines prendront de l'ampleur et au parti de continuer de se battre de l'aile. Le journal conclut ainsi que Lumana, ayant déjà amorcé sa descente aux enfers, viendra sans doute l'heure de son requiem. Au journal La Griffe de rapporter que désormais c'est la justice qui va trancher entre le bureau politique resté fidèle à Hama Amadou et Noma Oumarou que ses anciens collègues accusent à tort ou à raison d'être à la solde du pouvoir en place avec pour mission de déstabiliser le Modenfa Lumana Africa dans la perspective des futures élections. Le scénario est presque le même que celui vécu par le CDS Rahama et avec ce qui se passe au sein du Modenfa Lumana actuellement, le journal écrit que nombreux sont les analystes qui voient le même scénario du CDS Rahama se répéter. On est à moins d'un an de la présidentielle et des législatives qui ont été fixées au 13 décembre 2020 et à l'allure où fonctionne la justice, le journal pense qu'il n'est pas évident que le dossier opposant le bureau politique du parti de Hama Amadou et Noma Oumarou soit vidé avant la période de dépôt des candidatures. Et puis à la une des journaux cette semaine, l'affaire de l'audit au ministère de la Défense. Le Républicain note à ce sujet dans ses titres: audit des dépenses militaires, le président Issoufou entend nettoyer les écuries de JAS. Le président de la République a pris les décisions à même d'inverser les tendances en termes de rapport de force entre les forces de défense et de sécurité et les forces obscurantistes. En commanditant l'audit des dépenses militaires de 2011 à aujourd'hui, le journal écrit que le chef de l'État met en évidence sa détermination à nettoyer les écuries de JAS, y compris au sein de la Grande Muette. En effet, selon le confrère, en plus des responsables civils du ministère de la Défense, il y a des officiers qui seraient impliqués dans le scandale financier au ministère de la Défense. Il faut dire mention spéciale au professeur Issoufou Katambe, appelé comme un soldat à mission commandé par le chef suprême des armées. Au monde aujourd'hui de préciser qu'après les révélations explosives du ministre de la Défense nationale Issoufou Katambe, le président Issoufou était attendu au tournant par ses compatriotes, choqués de découvrir que des proches collaborateurs du chef suprême des armées ont fait fortune sur les centaines de morts que l'armée a enregistrées. Des fausses commandes passées à des entreprises fictives aux surfacturations systématiques pour des armes, des munitions et des équipements défectueux qui ont fait des ravages dans les rangs des forces de défense et de sécurité. Les prédateurs ont tout pris, sans état d'âme, ni les morts, ni les veuves et les orphelins qui ne sont plus, n'ont visiblement entamé les consciences de ces marchands de mort. Le business a
continuer. Mais pourquoi entreprendre des enquêtes financières dans les rouages de l'administration publique avant de donner une suite à cette tragédie de la défense nationale, s'interroge le confrère pour qui le président Issoufou cherche manifestement à noyer le poisson dans l'eau en laissant pourrir l'affaire. Le journal écrit ainsi que c'est peu de dire que le président Issoufou a déçu. Et si ce n'est pas la première fois qu'il prend à contre-pied les attentes de ses compatriotes, Issoufou Mamadou a cette fois-ci franchi le Rubicon du tolérable. Et c'est sous le titre « Demande d'inspection générale dans tous les services de l'État par le président Issoufou Mamadou, des inspections d'État juste pour faire peur ». Remboursement aux prisons pour les détourneurs des fonds de la défense a constitué un des titres du journal Le Témoin qui rapporte que l'information, au moins en ce qui concerne les résultats de l'audit qui n'a pas réjoui le président, vient d'être confirmée par un communiqué du gouvernement en date du mercredi 26 février 2020. Dans ce communiqué, on apprend que le président de la République qui a instruit l'inspection générale des armées et de la gendarmerie de mener un audit de la gestion des armées du ministère de la Défense nationale, une grande première pour cette institution. Un audit qui, selon le confrère, a relevé des insuffisances dans les procédures de passation des marchés ainsi que dans le suivi de leur exécution. Et à la suite des constats et des recommandations faites par l'audit, le gouvernement décide de faire rembourser les montants indûment perçus, soit en raison de surfacturation, soit au titre des paiements de services et livraisons non effectués ou partiellement effectués, nous apprend le journal. Le journal Le Courrier, lui, se demande si le ministre Issoufou Katambé va démissionner ou ravaler sa rage en silence. Le journal estime que le ministre Katambé a peut-être trop vite parlé. Il s'est lancé un défi qu'il ne pourra pas sans doute relever. Le président Issoufou, à qui il a remis le rapport, n'a montré en 9 ans de pouvoir aucune prédisposition, encore moins d'engagement quelconque dans la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Des discours, rien que des discours qu'il ne se gêne pas du tout de prendre à contre-pied. Katambé n'est manifestement pas sur la même galaxie qu'Issoufou Mamadou, écrit le confrère qui se demande, l'ignore-t-il vraiment? Le journal pense que c'est improbable. Pris entre le marteau et l'enclume, entre un peuple qu'il a subitement adulé et considéré comme le modèle du gouvernement dont le Niger a besoin et un magistrat suprême peu enclin à châtier des voleurs de l'État, y compris ceux qui ont les mains tachées de sang, le ministre Katambé est désormais confronté à sa propre conscience. Va-t-il démissionner ou ravaler sa rage en silence, s'interroge le journal. Le Monde aujourd'hui se demande pour sa part, peut-on moralement pardonner à ces hommes qui ont poignardé l'armée dans le dos? Un tel acte qui, en plus d'être politiquement irresponsable, reste un crime. Un vrai, le président Issoufou a sans doute la réponse, écrit le journal qui pense que la balle est désormais dans son camp. Et pour finir, le journal L'Actualité rapporte la vie des Nigériens en République de la Côte d'Ivoire. Il est écrit dans ses titres « Mission douteuse du diplomate nigérien auprès de la Côte d'Ivoire ». Depuis presque un mois, les ressortissants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, vivant en République de la Côte d'Ivoire et principalement ceux du Niger font l'objet de vives pressions du gouvernement d'Alassane Ouattara, nous apprend le journal, qui poursuit. Confronté à une crise de trésorerie depuis le début de l'année 2020. Pour y faire face, les autorités abidjanaises n'ont trouvé de mieux que de procéder à la fermeture arbitraire des boutiques appartenant aux Nigériens en violation flagrante des textes fondamentaux qui régissent la Côte d'Ivoire, mais également ceux de la CEDEAO. Le nouveau gouverneur d'Abidjan, ordonnateur principal du processus de fermeture des boutiques des Nigériens, ne s'est pas prononcé sur les motifs qui entourent son fameux projet d'appauvrissement de nos compatriotes vivant en terre ivoirienne. Le journal estime ainsi que le problème des Nigériens vivant en Côte d'Ivoire ne préoccupe visiblement plus l'ambassadeur du Niger dans ce pays, car jusqu'à preuve de contraire, l'ambassadeur nigérien ne s'est pas prononcé sur la situation et n'a reçu aucun Nigérien vivant en Côte d'Ivoire. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Ce journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager.